Cette vidéo a pour objectif de présenter la logique générale d'analyse de coûts. Le point de départ, ce sont les charges de la comptabilité générale. Ces charges se présentent par nature: achat de matière, charges externes, impôts et taxes, salaires, charges sociales, dotations, amortissements, intérêts, etc. Ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, c'est la détermination de coûts, sachant qu'un coût est un cumul de charges. Nous allons notamment calculer le coût d'achat de matières premières, le coût de production des produits, le coût de distribution, les coûts de revient, que ce soit pour un produit ou que ce soit plusieurs produits. Et tout le système d'analyse des coûts consiste à traiter les charges de la comptabilité générale pour les ventiler, pour les travailler et les affecter à ces divers coûts. Pour certaines charges, le lien entre la charge de la comptabilité générale et un coût donné, dans certains cas, donc, ce lien est direct, il se fait sans ambiguïté. Par exemple, le salaire du magasinier qui est chargé de réceptionner les matières premières sera sans ambiguïté affecté au coût d'achat des matières premières. Ces charges qui sont affectées sans ambiguïté seront appelées charges directes. Par contre, il existe beaucoup de charges pour lesquelles le lien à un coût n'est pas évident. Pensons par exemple au coût de l'électricité, au coût de l'assurance, qui concerne l'ensemble de l'entreprise. Et donc cet ensemble de charges que l'on ne peut pas affecter de manière immédiate à la succession des coûts, cet ensemble de charges sera dite charge indirecte. Et tout un travail de préparation sera nécessaire pour préparer l'imputation de ces charges indirectes à la séquence des calculs des coûts. Et on préparera cette imputation au calcul des coûts par un tableau de répartition des charges indirectes. Pour construire ce tableau, au préalable, il faudra déterminer des centres d'analyse. Les centres d'analyse sont des centres de regroupement de charges indirectes qui vont permettre l'imputation de ces charges indirectes aux divers calculs de coûts, coût d'achat, coût de production, coût de distribution, etc. Deux catégories de centres d'analyse. D'abord, les centres d'analyse dits principaux. Ils sont dits principaux car ces centres d'analyse correspondent très précisément à chacun des concepts de coûts qu'il s'agit de calculer. Par exemple, on devine bien que les charges indirectes qui sont imputées au centre d'approvisionnement seront imputées au coût d'achat. Donc le centre approvisionnement est un centre principal. Le centre de distribution va regrouper des charges indirectes qui seront imputées au coût de distribution. Donc le centre de distribution est un centre principal. Par contre, il existe des centres d'analyse qui n'ont pas de lien immédiat, direct avec le calcul des coûts et qui ont une activité de prestation de services vers ou au profit des centres principaux. C'est le cas par exemple du centre d'entretien, ça peut être le cas d'autres centres comme le centre de ressources humaines ou d'autres centres. Ces centres sont dits auxiliaires. La distinction est importante car la répartition des charges indirectes se fera en deux temps. Dans un premier temps, chacune des charges indirectes doit être répartie dans l'ensemble des centres d'analyse auxiliaires ou principaux.
À l'issue de cette répartition dite primaire, l'ensemble des charges indirectes est réparti dans l'ensemble des centres d'analyse. Puis va intervenir une deuxième répartition, la répartition dite secondaire, qui va consister à vider les centres auxiliaires des charges indirectes que dans un premier temps ils ont reçues et de les répartir dans les centres principaux. À l'issue de la répartition secondaire, l'ensemble des charges indirectes est donc réparti dans les centres principaux. Il devient alors possible d'imputer l'ensemble des charges indirectes d'un centre au coût qui le concerne. Par exemple, l'ensemble des charges indirectes imputées au centre d'approvisionnement sera, le moment venu, imputé au coût d'achat des matières. Les charges indirectes du centre atelier seront imputées, le moment venu, au coût de production. Et les charges indirectes du centre de distribution seront imputées au coût de distribution. Pour faire cette imputation, on aura besoin d'un critère que l'on va appeler l'unité d'œuvre, qui est l'indicateur d'activité du centre. Et on aura à calculer un coût de l'unité d'œuvre pour faciliter cette imputation des charges indirectes d'un centre sur le coût ou les coûts qui le concernent. Une fois que ce travail de répartition des charges indirectes est fait, bien, nous sommes en mesure de calculer chacun des coûts. Et on verra que chacun des coûts sera à tout moment, enfin pour chacun d'eux, sera la somme des charges directes et des charges indirectes. Par exemple, le coût d'achat de la matière première est égal au prix d'achat de la matière, tel qu'il est facturé par le fournisseur, plus des charges directes d'approvisionnement, par exemple le salaire du magasinier, plus des charges indirectes d'approvisionnement, c'est-à-dire une fraction de l'ensemble des charges indirectes que par le tableau de répartition nous avons affecté à l'activité d'approvisionnement. Quand on calculera le coût de production des produits, la démarche sera la même. Et le coût de production des produits sera égal au coût d'achat de la matière première, plus les charges directes de production et les charges indirectes de production. La démarche sera ensuite la même pour le coût de distribution ou pour le coût de revient. Ainsi, on aboutit à une hiérarchie de coûts et des coûts qui se calculent selon une séquence, selon un cheminement qui sera à peu près toujours le même. Donc on part du prix d'achat des matières, on y ajoute les charges directes d'approvisionnement et les charges indirectes d'approvisionnement pour obtenir le coût d'achat des matières premières achetées. Le coût d'achat des matières premières consommées va participer au calcul du coût de production des produits finis fabriqués. En effet, dans l'atelier, on consomme des matières premières. On utilise des charges directes de production et on y affecte, on y impute des charges indirectes de production. À ce coût de production des produits finis vendus, il faudra ajouter des coûts de distribution qui sont constitués de charges directes de distribution et de charges indirectes de distribution. Il faudra aussi y ajouter d'autres coûts hors production, constitués de charges directes hors production, par exemple d'administration générale, et de charges indirectes hors production. Donc vous voyez que le schéma est toujours le même à chaque étape. Il faut identifier les charges directes correspondant à cette étape et les charges indirectes qui sont imputées à partir du tableau de répartition des charges indirectes. Et on aboutit ainsi au coût de revient des produits finis vendus. Et si on regarde attentivement ce schéma, on voit qu'il y a un passage qui n'est pas évident. Je reprends le début. Le coût d'achat des matières premières achetées. Et dans le deuxième tableau,
on commence par le coût d'achat des matières premières consommées. Eh bien, pour passer du premier concept au deuxième concept, il faudra faire un inventaire permanent du stock. De la même manière, à la sortie de l'atelier, on aura le coût de production des produits finis fabriqués, mais ce qui est vendu ne correspond pas forcément à ce qui a été fabriqué. Et là encore, il faudra intercaler une fiche de stock qui nous permettra de passer d'un concept à un autre. Cet inventaire permanent des stocks est donc très important. Je reprends cette idée. Du fournisseur, on achète des matières premières que l'on va valoriser avec les charges directes et indirectes en coût d'achat des matières premières achetées. Et ceci constitue l'entrée en stock. Mais ce qui est consommé par l'atelier peut représenter une valeur différente. Et pour passer de la première valeur à la deuxième valeur, pour passer du coût d'achat des matières premières achetées au coût d'achat des matières premières consommées, il faudra suivre l'inventaire permanent des stocks. Dans cet inventaire permanent des stocks, on mentionnera la valeur du stock initial, la valeur des entrées, c'est-à-dire le coût d'achat des matières premières achetées, et puis on en déduira la valeur des sorties, coût d'achat des matières consommées, et le stock final. C'est dans cet inventaire permanent des stocks qu'on verra des différences entre les entrées et les sorties, que l'on verra des différences entre le stock initial et le stock final, selon les rythmes respectifs du service d'approvisionnement et de l'atelier de production. Même raisonnement pour l'atelier de fabrication. L'atelier de fabrication sort des produits finis qui ont donc un coût de production de produits finis fabriqués, mais ce qui est vendu représente un coût de production éventuellement différent. Pourquoi? Parce que les quantités ne sont pas les mêmes, du fait des rythmes différents de l'atelier et du service commercial, et puis peut-être aussi des coûts unitaires, comme on le verra plus tard. Donc là encore, il faudra tenir un inventaire permanent des stocks, dans lequel on aura un stock initial de produits finis, on y mentionnera les entrées, c'est-à-dire le coût de production des produits finis fabriqués, et puis on en déduira la valeur des sorties, c'est-à-dire le coût de production des produits finis vendus. Et on en déduira bien sûr le stock final. Pour suivre cette séquence de production, il sera nécessaire de mettre au clair dès le départ l'organigramme de production. En effet, la succession du coût d'achat, coût de production, coût de distribution, coût de revient, cette séquence des calculs doit être adaptée à la réalité physique de l'organisation de la production. Par exemple, si j'ai une entreprise qui achète 3 matières premières qui sont stockées, qui vont dans un atelier de production qui produit 2 produits finis, qui sont ensuite distribués, nous aurons à dessiner un organigramme de production, car c'est à partir de cet organigramme de production que nous déterminerons les étapes qui constituent des changements de valeur et les concepts que nous aurons à calculer et qui correspondront à chacune de ces étapes de changement de valeur. Et nous aurons à calculer successivement le coût d'achat des matières premières achetées, puis l'inventaire de stock qui nous permettra de sortir le coût d'achat des matières premières consommées, puis on se positionnera à la fin, à la sortie de l'atelier, et on obtiendra le coût de production des produits finis fabriqués, puis on tiendra un inventaire des stocks de produits finis pour connaître le coût de production des produits finis vendus. On calculera par ailleurs le coût de distribution et le coût de revient sera égal au coût de production des produits finis vendus plus le coût de distribution et puis éventuellement d'autres coûts hors production que je n'ai pas mentionnés ici.